Voilà, le canal est ouvert, donc bienvenue dans cette session qui aujourd'hui est une session de Microsoft Project dans laquelle on va traiter la partie qui concerne les ressources. Donc les ressources dans MS Project, c'est comme dans d'autres outils, ce sont toutes les ressources humaines que l'on doit attribuer à un projet, mais c'est également les ressources matérielles. Donc pour illustrer ces cas, je vais prendre le projet qui se trouve derrière moi. C'est déjà la forme dans laquelle on aura abouti, c'est-à-dire que sur ce qui est représenté derrière moi, on voit un projet qui est un projet tout simple avec un déroulement cascadé dans lequel on a attribué différentes ressources. Donc pour aboutir à ça, je vais reprendre où nous nous en étions arrêtés à la fin du premier cours qui était sur la partie la planification. Donc cela fait partie d'un ensemble de live, de ressources vidéo que je vous mets à disposition gratuitement, dans lequel vous pouvez vous former. C'est surtout entendu pour une formation de base à Microsoft Project. Donc je m'assieds maintenant et on va reprendre à partir de là. Donc on voit derrière moi ce à quoi nous allons aboutir et je vais ici changer l'environnement que j'ai devant moi. Juste un instant que je retrouve le bon fichier. Voilà, donc j'ai devant moi ici actuellement le fichier sur lequel nous allons travailler. Donc il s'agit d'un projet très simple de mise en place de ce que nous appelons un CRM, Customer Relation Management System. En fait, il s'agit d'un système informatique qui permet au marketing, à la vente, au support après-vente, de faire un suivi des clients depuis les demandes d'information, en passant par les offres, en passant par la partie achat, facturation, jusqu'au suivi après-vente. Donc, dans ce projet-là, il s'agit d'une entreprise de taille moyenne pour laquelle on va mettre ce système en place. La mise en place de ce système, ça débute avec une première phase qui, vous voyez sur le projet qui est devant moi, ici, est de l'initiation. Donc j'ai ici repris la chronologie de manière à pouvoir vous expliquer simplement le déroulement du projet. Donc on a l'initiation, c'est dans cette phase qu'on va déterminer le contenu du projet. Quels sont les livrables, à quel moment est-ce qu'on doit les livrer. C'est suivi d'une étape qui est une planification beaucoup plus détaillée. Il faut savoir que dans le terme de planification, on inclut aussi la planification financière. Donc ça veut dire l'élaboration du budget de ce projet. Ensuite, une fois qu'on a obtenu le budget, il va falloir le présenter aux parties prenantes qu'on retrouve regroupées dans un comité de pilotage ou un comité de direction qu'on peut abréger dans le cas du comité de pilotage en COPIL, dans le cas du comité de direction en CODIR, où vos parties prenantes peuvent représenter l'ensemble ou une partie des responsables de l'entreprise ou de la direction d'entreprise. Donc, une fois que vous avez obtenu l'approbation pour le lancement de votre projet, il y a ce qui se passe réellement qui est la réalisation. Donc on voit ici très nettement l'initiation peut être d'une certaine durée, le planning c'est plus court et puis c'est dans la réalisation, exécution que l'on a vraiment passablement de temps qui est consacré à construire cet ensemble. Donc on retrouve ici, dans cette partie-là, les tâches que j'ai définies. On voit qu'il y a un ensemble de moins d'une vingtaine de tâches.
On détermine dans l'initiation, c'est ce que je viens de dire, donc on détermine le périmètre, donc ici en anglais c'est ce qui s'appelle le scope, et puis on détermine pour qui ou qui est autour de ce projet, c'est ce que sont les parties prenantes. Donc ici la terminologie que j'utilise elle est anglophone, donc les parties prenantes c'est ce qu'on appelle stakeholders, et puis on a ici le scope qui est le périmètre, donc tout l'ensemble des livrables, tout l'ensemble des fonctionnalités que doit avoir le système qu'on met en place. Ensuite, au niveau de la planification, on a une étape ici de macro-planification. La macro-planification, en fait, c'est ce que je viens de vous présenter, qui se trouve ici, en dessus, dans la chronologie de Microsoft Project. Ensuite, on a le budget, et ici, j'ai représenté l'approbation. C'est ce que nous appelons un jalon, qui est représenté ici par une date de mise en place. Il n'y a pas de durée associée à ce jalon. C'est une durée nulle. C'est pour marquer qu'il y a un événement à ce moment-là. Ensuite vient toute la phase d'exécution-réalisation. Et dans cette phase-là, on a une première étape de conception. Ensuite, dans la conception, on va dire dans le fond qu'est-ce qui sont les systèmes possibles, lesquels nous intéressent. On fait la sélection du système CRM qui nous intéresse et ensuite on va faire l'achat, l'acquisition de ce système. Une fois que le système est acheté, dans le fond, on va pouvoir l'installer. Une fois qu'il est installé, dans l'entreprise ou dans l'organisation, il y a déjà des systèmes existants. Il y a des serveurs de fichiers, il y a des systèmes pour votre authentification, il y a des systèmes pour l'envoi de la messagerie. Donc par exemple, l'intégration d'un CRM, donc un outil de marketing, un outil pour la vente, il y a beaucoup de communication avec les potentiels clients et avec les clients. Donc par exemple, l'intégration, c'est que ce système va devoir, lui, communiquer avec le système de messagerie existant de l'entreprise pour, par exemple, faire des envois de masse. Donc ça, c'est un travail d'intégration, de faire les liens entre ces deux systèmes qui vont coexister. Ensuite, j'ai admis qu'il y avait un peu de travail de développement, des choses un petit peu à adapter dans ce système. C'est pas très long parce qu'on voit qu'on consacre une semaine à ces travaux de développement. Ensuite, pour l'ensemble des collaborateurs, il y aura ce qui s'appelle une formation suivie de tests. On a mis la formation avant le test de manière à ce que les personnes qui vont participer au test sont déjà formés à l'utilisation de ce système. Donc une fois que ce système est testé, on voit que dans le déroulement, on arrive à un autre jalon crucial, c'est la prise de décision de est-ce qu'on passe en opération ou pas. Ça veut dire, est-ce que tout d'un coup, depuis ce moment-là, l'ensemble des collaborateurs se mettent à travailler sur ce nouveau système pour tout le suivi, les offres aux clients. Alors c'est ce qu'on appelle le go, no go en production ou en opération. Donc avec ça, on va ensuite, une fois que c'est en opération, laisser fonctionner ce système pour un certain temps. Il y aura quelques petites maladies de jeunesse, on va les corriger. Et puis au bout d'un certain temps, on va considérer que le système est stable, qu'il fonctionne et que c'est la fin du projet. Bien sûr, il pourra y avoir des évolutions dans le futur, mais en ce qui concerne ce projet-là, c'est la fin de la partie projet. Et pour cela, on va réaliser ce que l'on appelle ici une clôture de projet. Et pour symboliser tout ça, on aura une réunion dans laquelle on va faire un état de situation sur comment a évolué ce projet dans notre déroulement de gestion de projet. C'est là, par exemple, qu'on va tirer des leçons pour les prochains projets que l'on va mener.
Donc voilà, ça c'est le déroulement de ce projet, c'est le déroulement dans le temps. Il y a ici au centre une colonne durée dans laquelle on voit. Dans la précédente session, on a fait des estimations. J'ai imposé ces durées-là. Le déroulement de ce projet, il est cascadé parce que c'est un cours d'introduction et que c'est la manière la plus simple de le faire. Si maintenant vous avez des questions, vous pouvez donc intervenir dans cette session qui est en direct. Donc laissez-moi juste vous souhaiter la bienvenue. Et c'est Christian de Vision 6D qui vous propose cette session en direct. Bien, nous allons maintenant passer à la partie des ressources. Donc je vais commencer par agrandir ici. Et vous voyez que par défaut, Microsoft Project vous propose une colonne avec des ressources. Nous pouvons ici dire que dans l'étape où on va déterminer le contenu du projet, nous aurons besoin du chef de projet, que j'abrège comme en anglais, Project Manager, donc PM. Donc pour ajouter une ressource, je peux tout simplement directement saisir un nom ici au niveau de la cellule dans la colonne nom de ressources. Donc toute ma terminologie est en anglais. Vous allez peut-être devoir l'adapter si votre contexte est plutôt francophone. Ceux qui suivent le cours, je vous remercie, c'est toujours très intéressant et n'hésitez pas à poser des questions. Bien, donc j'ai introduit ici une première ressource qui est le Project Manager. On voit qu'on a ici dans les onglets à disposition la partie ressources. Donc je me suis directement trouvé dans la partie ressources. Si vous êtes actuellement dans la partie des tâches sous le diagramme de Gantt, tout simplement venir dans l'onglet ressources et puis on va trouver différentes manières d'ajouter des ressources. Ce que nous venons de faire, c'est que nous avons assigné à la tâche Determine Scope la ressource PM, soit Project Manager. On va maintenant se rendre dans ce qui s'appelle le Resource Sheet, qui est une forme de tableau dans laquelle on va retrouver l'ensemble des ressources que l'on souhaite définir. Ici, je vais faire disparaître la chronologie pour que nous ayons plus de place, donc je vais dans la partie Vue. Et ici, il y a une boîte que l'on peut désactiver et ça va m'enlever la chronologie. Bien, donc ici, j'ai ajouté une première ressource. Donc on retrouve son nom. Ensuite, on a un type de ressource. À mon avis, ça c'est le concept le plus important à comprendre. Et ça n'a pas toujours été pour moi déjà le plus facile. Alors je vous fais tout de suite voir, ici dans le menu déroulant, on peut retrouver une ressource d'un autre type, de type matériel ou de type coût. Matériel, un exemple type, vous êtes peut-être dans un projet de construction d'une maison, vous avez fait les fondations, non, vous avez excavé, donc vous avez fait le trou pour les fondations et vous avez besoin de béton pour construire les fondations de cette maison. Et pour cela, vous allez utiliser un certain nombre de mètres cubes de béton. Donc, si je voulais faire le cas ici, c'est une parenthèse, je vais tout simplement dire j'ai une ressource béton de type matériel et elle est définie. Alors, je vais la conserver juste pour donner l'explication de ces différences entre les ressources. Donc si je reviens à mes ressources du chef de projet qui est ici en haut, on voit qu'on trouve ici ses initiales. MS Project prend la première lettre du nom que vous avez donné. Ensuite, ici, nous avons la possibilité de constituer des groupes.
c'est une chose qui est intéressante dans notre projet de CRM. Nous allons avoir un projet qui est multidisciplinaire parce que nous allons avoir bien sûr des gens du marketing, nous allons avoir des gens de l'informatique et puis nous allons avoir aussi des membres de la direction, peut-être quelqu'un qui va représenter les intérêts du service de vente et puis du service de support ou après-vente. Donc on est dans un contexte multidisciplinaire et puis ici vous pouvez tout à fait définir l'appartenance à différents départements d'une ressource. Ça permet par la suite de faire un certain nombre de classifications des ressources. Ensuite, nous trouvons ici ce qui est le maximum unitaire d'une ressource. Alors, par défaut, MS Project va vous mettre 100% d'une ressource. Dans le cas du chef de projet, il peut être pour ce projet à 100%, mais vous connaissez peut-être aussi d'autres situations où vous avez des chefs de projet qui sont à 50% responsables d'un projet et à 50% responsables d'un autre projet. Ou des situations que je rencontre aussi assez fréquemment, des responsables de projet qui sont responsables d'un groupe de travail et qui ont la fonction chef de projet en plus de leur fonction courante. Et dans ce cas-là, on peut dire, ici, vous pourriez dire que le chef de projet, il n'est pas à 100% dans cette fonction chef de projet, mais il est peut-être à 50%. Donc c'est ce qu'on définit ici avec cette colonne de pourcentage. Maintenant, donc, si je voulais dire ce que je viens de définir, il me suffirait de dire ici que ce chef de projet est à 50%. Ici, on a une alarme qui passe en rouge qui nous dit déjà « Attention, il a pourtant été alloué à une seule tâche, mais comme il avait été alloué précédemment à 100%, MS Project se manifeste en vous disant « Attention, cette ressource, si vous la passez à 50%, elle est déjà en surallocation alors qu'on n'a encore rien fait dans ce projet. » Alors, je vais la remettre à 100%. Donc, nous ne traiterons pas aujourd'hui les problématiques de surallocation, mais c'est des problèmes qu'on va rencontrer fréquemment avec les ressources. Et bien sûr que nous allons avoir une session qui va traiter des problèmes de surallocation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est l'intérêt d'une session live. Maintenant, la colonne suivante, non, je vais trop vite. Donc, si vous aviez au contraire plusieurs ressources possibles, dans le cas d'un chef de projet, on a généralement par projet un seul chef de projet. Maintenant, les ressources de développement ou de l'informatique, vous pouvez par exemple avoir plusieurs ingénieurs qui travaillent à un projet. Donc vous pourriez très bien dire, voilà, j'ai une fonction ingénieur, mais la capacité va au-delà de 100%, elle peut aller jusqu'à 200%, parce que j'ai deux ressources de ce type à disposition, et que pour le moment, je n'ai pas besoin de savoir précisément laquelle je vais allouer à ce projet. La colonne suivante, elle est compréhensible très facilement, c'est le taux horaire. À quel taux horaire je dois calculer les coûts de cette ressource dans le projet. Ici, attention, j'ai fréquemment la question qui revient, c'est « mais moi, je ne connais pas le salaire des collaborateurs, donc je ne peux pas calculer ou évaluer un coût horaire. » Et si je fais ça, ça me pose un certain nombre de problèmes en entreprise. Alors ici, il ne s'agit pas de connaître le salaire exact et calculer le taux horaire, c'est une estimation, c'est un ordre de grandeur. Généralement, moi je travaille de manière relativement simple. Je dis qu'on a peut-être des collaborateurs à 50 €, des collaborateurs à 75 ou 75 €, et puis des collaborateurs à 100 €, suivant la fonction. Par exemple,
Un collaborateur, il peut être à 50. Un chef de service, il peut être à 75. Et puis un consultant ou un membre de la direction peut être à 100 euros, ou à 200 euros de l'heure, ou à 300. C'est vous qui déterminez, c'est un ordre de grandeur. Ici, de toute manière, nous sommes dans une étape qui est au début d'un projet, donc tout ça, ce sont des estimations, c'est ce qui va peut-être nous aider à constituer le budget. Bien, ensuite, la colonne suivante est une colonne dans laquelle, s'il y a des heures supplémentaires et qu'à ce moment-là, il faut appliquer un taux horaire différent, eh bien, on va pouvoir déterminer dans cette colonne-ci le taux horaire des heures supplémentaires. Ensuite, ici, il y a certaines ressources où chaque fois qu'on va l'utiliser, il va falloir payer un forfait de base. Un exemple que je peux prendre, c'est nous avons parlé d'une construction avec du béton. Il s'agit peut-être d'amener un trax ou une mini-grue. Son coût quotidien est un certain montant, mais il y a par exemple un frais de déplacement, des frais de déplacement, il y a un forfait de déplacement. Peu importe que l'on utilise le trax pour une journée, 2 journées, 3 journées, on a un coût par utilisation qui représente ces déplacements. Donc c'est ce que l'on établit ici pour tout ce qui sont, si vous voulez, un socle indépendant de l'utilisation de la ressource. Voilà, donc à partir de là, je vais clore ma parenthèse, je vais donc effacer cette ressource qui est ici et revenir à ce que j'ai défini ici en haut. Ensuite, il y a une colonne ici que je ne vais pas beaucoup étendre qui concerne les coûts. Donc de manière générale, les colonnes qui sont les taux horaires, les coûts d'utilisation et la méthode de facturation ou de calcul des coûts, ça concerne les coûts et on va le traiter dans la session suivante qui, elle, sera consacrée uniquement aux coûts. Le dernier point que j'aimerais aborder pour les ressources, c'est ce qui concerne le calendrier. Une ressource travaille dans une certaine plage horaire, sur la journée, sur la semaine. Donc ici, Microsoft Project définit un calendrier de la ressource. Donc le calendrier de la ressource est définissable pour chaque ressource. Ce n'est pas nécessaire, nous ne le ferons pas dans cette session, mais si vous aviez le besoin, par exemple, d'avoir une ressource qui a des vacances ou qui suit une formation pendant une certaine période, elle n'est donc pas disponible pour le projet dans cette période-là. Donc vous pouvez définir un calendrier dans lequel vous allez exclure ces jours de vacances ou ces jours de formation pour cette ressource. Donc dans ce cas-là, vous allez créer votre propre calendrier pour cette ressource. Alors c'est une manière de faire, j'ai donc une vidéo qui aborde le thème des calendriers à laquelle vous pouvez vous référer. Donc le standard c'est de 8 h du matin jusqu'à 17 h et c'est 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi. Et il y a 2 autres calendriers, il y a celui qui dit ça c'est une équipe qui travaille de nuit, et puis il y a le calendrier qui est le plus flexible, qui vous donne la possibilité d'allouer des ressources 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc encore une fois, référez-vous, si vous avez ce besoin, à la vidéo qui concerne les calendriers. Bien, ceci étant dit, il y a encore ici une possibilité d'ajouter un code. Vous avez peut-être par collaborateur une référence particulière dans votre organisation, et puis pour une raison quelconque, vous souhaitez ajouter ce code ici. Donc ça, c'est tout à fait possible. Bien, je vais donc ajouter maintenant d'autres ressources directement ici dans ce tableau. Donc je vais ajouter une partie prenante que je vais intituler
stakeholder pour partie prenante 1, c'est aussi une ressource de type travail, donc work. Je vais ajouter une deuxième partie prenante, stakeholder 2. Donc c'est aussi une ressource de type travail. Et puis on va admettre que par exemple le marketing a le responsable de marketing qui participe dans ce projet. Donc je mets la fonction CMO, Chief Marketing Officer. Et puis au niveau de l'informatique, on a peut-être 2 ingénieurs qui vont participer. Donc j'intitule Engineer 1 et Engineer 2. J'aurais très bien pu créer un groupe Engineers, le mettre au pluriel ici, et puis dire que sa capacité ici, elle est de 200%. Et puis partout où je vais utiliser en fait avec vous Engineer 1 et Engineer 2, j'aurais pu dire j'utilise Engineers, mais à une capacité de 100%. Comme ça, il n'y en a qu'un qui est défini. Donc ça, c'est le principe avec lequel on peut travailler avec des fonctions où on sait qu'on a plusieurs personnes, mais pour le moment, on n'a rien déterminé. Donc ça, je vais l'enlever, vous le conservez juste pour mémoire, ou dans le fond, je vais le laisser, comme ça vous l'aurez à titre récapitulatif. Alors je vais également ajouter un développeur, donc développeur 1, et puis un second développeur, développeur 2, et puis nous allons effectuer un certain nombre de tests. Donc j'ai besoin de testeurs, je vais ajouter. Voilà, j'ajoute 3 testeurs dans ce que nous faisons ici. Donc, en fait, nous en sommes ici à l'étape que nous appelons allocation de ressources. Ça veut dire que nous avons besoin de ces ressources, elles sont attribuées au projet, elles sont allouées au projet. Mais pour le moment, chacune de ces ressources, je n'ai pas défini de tâche que la ressource va faire, à part le chef de projet pour lequel j'ai défini une tâche au départ. Donc, on est bien dans ce que nous appelons l'allocation de la ressource au projet. C'est en fait l'étape dans laquelle on va devoir aller voir les responsables de ces collaborateurs et leur dire, voilà, j'ai un projet qui démarre à telle date, je vais avoir besoin de 20 jours d'ingénieur 1 et d'ingénieur 2, par exemple. Donc, au moment où nous nous trouvons, nous devrions avoir l'approbation de la ligne de responsabilité, la ligne de management de ces ingénieurs, qui dit oui, ces ingénieurs sont à votre disposition pour 20 jours dans cette période de votre projet. Donc ça, c'est l'allocation. Encore une fois, on n'a pas assigné de tâches à ces ingénieurs pour le moment. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est faisons bien la différence entre ce qui est allocation d'une ressource au projet, elle va participer au projet, son responsable est d'accord, est engagé, et lorsque je vais attribuer une tâche, il s'agit bien cette fois de l'assignation d'une tâche à la ressource. Donc voilà, nous avons défini notre ensemble de ressources. Vous voyez que quand la ressource ici a le même début de nom que une autre ressource, eh ben, MS Project se fatigue pas beaucoup, il vous met la même initiale, donc à vous, vous pouvez aller modifier cette partie-là. Donc je vais maintenant revenir au diagramme de Gantt pour vous montrer que dans le fond, ici, rien n'a changé. On n'a eu aucune assignation de ressources aux différentes tâches. On a simplement créé des ressources, on les a allouées à notre projet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois qu'il y a quelques remarques qui sont posées. J'en prends connaissance et je remercie le retour qui me dit que ça bug, oui, de temps en temps, oui, je me rends compte qu'effectivement, dans cette période de pandémie,
c'est pas forcément facile les qualités de la ligne. Ensuite, donc je remercie Hakim Batri qui fait cela. Je m'excuse pour les prononciations si c'est pas tout à fait correct. Et puis j'ai également Muhammadou Mustafa Silla et qui dit: est-ce qu'on peut considérer le WBS comme l'organigramme du projet? La réponse, l'organigramme du projet, c'est plus la structure de qui fait quoi, qui prend quelle responsabilité dans un projet. On a un chef de projet, puis on a une équipe qui travaille au projet. Il est clair qu'il y a une relation dans le cadre du projet hiérarchique entre le chef du projet et les collaborateurs, dans le sens que lui va prendre un certain nombre de décisions. Donc on peut quand même constituer l'équipe de projet, le chef de projet dans l'organigramme, et puis en dessus de ça, il y aura un comité de pilotage qui peut regrouper les différentes parties prenantes. Et puis, bien sûr, qu'il peut y avoir des membres de direction encore dans tout ça. Donc non, le WBS, ce n'est pas l'organigramme du projet. Le WBS va représenter ce que je vous représente ici, c'est la décomposition des tâches avec des niveaux d'abstraction différents. Si je fais la chose suivante, ici, ces tâches qui sont en dessous de ces parties, on a premièrement ici un premier niveau de visibilité de ce projet dans lequel on dit, voilà, j'ai l'initiation, suivi du planning, donc ces choses sont au même niveau, et puis après vient la réalisation qui elle-même est au même niveau, et puis à la fin il y a la clôture. Donc j'ai 4 éléments qu'on peut représenter comme ça, et puis ensuite le VBS va me dire, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors par exemple, je peux prendre la partie réalisation, et puis il y a une partie qui est ici, qui viendrait, qui est conception. Et puis nous aurions besoin d'éclater peut-être un peu plus la conception. Peut-être qu'il y aura une tâche qui sera analyse du marché, évaluation des systèmes. Donc tout ça est un niveau inférieur dans la structuration du WBS. Donc pour résumer, le WBS, c'est décomposer en différents niveaux toutes les activités et tâches, et puis les livrables qu'on doit montrer, qu'on doit réaliser dans le cadre du projet. Alors, j'ai une vidéo sur le WBS, il faut simplement chercher sur ma chaîne, WBS expliqué, à la fois en français et en anglais, et c'est dans le cadre d'un projet de rénovation que j'ai réalisé, et c'est très facile à comprendre. En fait, c'est une décomposition des livrables. C'est la carte des livrables, c'est une carte graphique des livrables dans le projet. C'est la carte de ce qu'on doit faire dans un projet, le WBS. Alors j'espère avoir pu répondre à la question ici. Maintenant, donc on va passer à la partie qui permet d'assigner les ressources à des tâches. Alors pour cela, j'ai besoin de rouvrir ici mes différentes tâches pour que je n'oublie pas différentes parties. Donc déterminer le scope, ici en haut, c'est donc qu'est-ce qu'on fait dans ce projet, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc bien sûr, j'ai attribué le chef de projet, mais je pourrais aussi dire que c'est pas mal si dans cette définition du scope, on en discute peut-être quand même avec les parties prenantes, ici. Donc je vais tout simplement ajouter les parties prenantes. Je vais agrandir pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc j'ai ajouté ici simplement les parties prenantes. Et puis vous voyez que c'est tout de suite venu s'afficher en parallèle ici de ce que est le diagramme de Gantt. Alors, on va avoir le chef de projet, les parties prenantes, et puis je vais aussi ajouter peut-être le responsable du marketing. Et puis il est peut-être déjà bien qu'on ait quelqu'un de l'informatique ici qui soit impliqué dans la définition du contenu du projet. Ensuite,
qui détermine les parties prenantes. Alors je vais dire que ça c'est le chef de projet qui doit s'être chargé de cette partie-là. Ensuite, la planification de manière globale, on va dire que dans le fond, si nous avons le chef de projet qui s'occupe de ça avec le responsable du marketing, ça permet de définir de manière globale les horizons du projet. Maintenant, ici dans Planning, j'ai simplement introduit la macro-planification, donc c'est une vue globale. Donc on fait ça avec le responsable du marketing. Il est clair que ultérieurement, quand on va avancer dans le projet, on va devoir faire une planification beaucoup plus détaillée. Mais on va rester à ce niveau d'abstraction pour les sessions que nous avons pour le moment. Alors une fois qu'on a fait une planification, il y a la partie budget. Ça sous-entend bien sûr tout ce que sont les estimations. Donc là aussi, pour compléter, j'ai plusieurs vidéos et puis des vidéos qui d'une part montrent comment on fait un budget avec MS Project. C'est intéressant parce que ce sont des ressources particulières qu'on utilise pour faire un budget. Et puis j'ai aussi un ensemble de vidéos sur comment est l'ensemble du processus de budget en réalisation, en gestion de projet. Comment est-ce qu'on détermine un budget? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un budget? Bien, dans notre cas, donc ici, qui se charge du budget? Bien, on va retrouver vraisemblablement ici le Chief Marketing Officer et puis le chef de projet. Ensuite, l'approbation, c'est-à-dire que le budget est prêt, on a prévu un déroulement assez grossier, ce qui peut être ce que l'on voit ici, c'est suffisant au stade de budget, c'est peut-être même un peu trop. Ici, on est entré trop dans le détail. Donc, à l'étape de budget, on peut tout à fait, lorsqu'on réalise un budget, adjoindre tout simplement ici la chronologie qui est celle-là. Ça, c'est amplement suffisant. Les jalons importants sont ici. Quand est-ce qu'on doit faire l'approbation du budget et puis quand est-ce que ça va être mis en production. Donc ici, la mise en production, on voit que ce sera vers la mi-juillet. Donc, ici, on a l'étape d'approbation. Donc, qui va faire l'approbation? Eh bien, en partie, ce sont les parties prenantes. Donc ici, pour simplifier, je vais dire que ce sont nos deux parties prenantes. Imaginez que ce projet, il n'est peut-être pas pour vous à l'interne dans l'entreprise, mais il pourrait très très bien être un projet que vous réalisez pour un client. Donc, dans ce cas-là, c'est parmi les parties prenantes, vous allez avoir votre client qui va dire, ben oui, vous avez remporté l'offre pour ce projet, donc oui, nous allons avec vous nous engager sur le déroulement de ce projet. Ensuite de ça, je descends ici dans la partie conception. Alors on peut très très bien imaginer ici dans la partie conception que nous avons les ingénieurs qui sont là, et puis je vais ajouter le chef de projet, et puis peut-être déjà un des développeurs dans cette partie de conception. La partie acquisition, eh bien on va dire que c'est le chef de projet, et puis peut-être qu'il s'agit d'avoir une des parties prenantes qui va devoir au moins signer un contrat, signer une offre. Ensuite de ça, on va avoir l'installation. Alors l'installation, c'est quelque chose d'intéressant parce que on va dire, bien, finalement, l'installation, nous aurons ingénieur 1 qui va, ingénieur 1, ou disons ingénieur 2, qui va se charger de cette installation. Allez, on met les deux. Donc les deux ingénieurs se chargent de cette installation. Alors, bien sûr que s'ils veulent l'installer, il leur faut un logiciel qu'ils peuvent installer, l'application CRM, il y a peut-être des bases de données, des choses comme ça à installer. Donc, ils vont avoir besoin d'un certain nombre de serveurs sur lesquels ils vont pouvoir installer ces applications. Donc les serveurs peuvent être des serveurs physiques, ça peut être des serveurs virtuels.
Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses sur des serveurs virtuels. Donc, les serveurs virtuels peuvent être dans le contexte de l'entreprise ou alors à l'extérieur, dans le cloud. Donc ça, ce sont les possibilités qui, bien sûr, vont faire partie de la définition lorsqu'on fait le concept du projet. Ensuite, nous avons l'intégration. Donc ça peut de nouveau être laissé, on dira, à ingénieur 2, qui lui sera en charge, par exemple, de faire l'intégration avec la messagerie de l'entreprise ou de l'organisation. Ensuite, le développement, bien, on va attribuer ça au développeur 1 et développeur 2. Et puis ensuite, la formation, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais y revenir. Ensuite, le test, eh bien, nous allons avoir besoin vraisemblablement d'un des développeurs dans le test, vraisemblablement un ingénieur, et puis 3 testeurs. Alors j'ai volontairement aujourd'hui mis des fonctions de cette manière. On est au début du projet, donc on sait qu'on a besoin de ces fonctions, on ne sait pas forcément encore qui c'est. Mais vous auriez très bien pu, dans ce projet, plutôt que d'écrire développeur, dire que c'est Paul, ou que c'est Julie, l'ingénieur 2. Donc vous pouvez tout à fait faire ça. Mais le principe, c'est de garder plutôt la fonction au départ du projet, alors qu'en cours de projet, c'est quand même plus important de pouvoir dire, ben voilà, Paul, il faut qu'il fasse cette partie-là. Donc, ça, c'est ce que nous allons définir pour le test. Donc, moi, je reste au niveau des ressources. La formation, je ne vais pas entrer dans ce détail pour le moment. Ici, le go, no-go en production, eh bien ça, c'est typiquement les parties prenantes qui prennent la décision. C'est généralement pas le chef de projet. C'est donc la direction qui va prendre la responsabilité. Par exemple, dans le cas de l'introduction de ce CRM dans l'entreprise, c'est un projet de type stratégique. C'est donc là, à un moment donné, la direction qui décide que dorénavant, les collaborateurs cessent de travailler avec les systèmes qu'ils avaient et qu'ils utilisent le CRM. Bien, donc avec tout ça, on a défini le déroulement, grosso modo, de ce projet. Ici, la clôture, nous allons avoir un peu l'ensemble qui représente chaque département qui a collaboré à ce projet, qui va participer. Donc on aura peut-être un représentant des développeurs, l'ingénieur. Les parties prenantes sont généralement présentes, et puis le chef de projet. Donc il faut bien voir que c'est une réunion dans laquelle participent ces gens. C'est peut-être pas nécessaire de définir comme ici qui va réellement déjà à l'avance participer à cette réunion. Donc voilà, on a défini un ensemble de ressources. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'installation qui est ici, parce que je vous ai dit qu'on a besoin de logiciels, on a besoin de systèmes, de serveurs. Donc ça aussi, ce sont des ressources. Donc je vais créer une ressource serveur, je vais créer une ressource logicielle. Donc pour ça, je retourne derrière dans la ressource sheet qui est ici. Et je vais créer une nouvelle ressource ici que j'appelle Application Software. Alors, ce n'est pas une ressource de type travail, ça peut être, dans ce cas-là, une ressource de type coût, parce que on paye un certain montant. Et puis dans le fond, c'est tout ce que l'on a besoin de savoir. On obtient un logiciel avec un certain coût. Donc je vais garder ça de manière simple. Et puis le serveur qui est là est une ressource qui, elle, par contre, je ne suis pas encore sûr à ce stade-là
Si on a besoin d'un seul serveur, peut-être 2 ou peut-être même 3 serveurs entre l'application, la base de données et puis peut-être un serveur de test. Donc je définis ça comme étant une ressource de type matériel qui a un certain coût, mais dont je vais pouvoir déterminer un certain nombre d'unités. Bien, donc ici, j'ai déterminé ces nouvelles ressources, donc je vais revenir au diagramme de Gantt dans la partie installation, et je vais vous montrer une autre manière d'allouer des ressources. Ça peut aussi être fait pour les ressources de type travail. Donc ici, dans l'onglet dans lequel on définit les informations propres à une activité ou une tâche, vous voyez que je peux définir les ressources. Donc ici sur cette ligne, je peux venir ajouter une ressource et je vais prendre la ressource serveur qui est ici. Et vous voyez que la ressource serveur, comme elle est de type matériel, j'ai ici la possibilité de définir le nombre d'unités de cette ressource dont je vais avoir besoin. Alors admettons ici que on va avoir besoin de 2 unités. Je vais encore une fois agrandir ici. Et vous voyez sur cette ligne que la ressource serveur est venue s'ajouter, mais on a également ici en accolade la valeur 2 qui exprime le fait que nous avons 2 unités de cette ressource. On retrouve ça également ici avec le serveur et l'accolade 2 directement. Je vois qu'on ne voit pas bien parce que je suis peut-être un petit peu trop grand. Ça, c'est pile juste en dessus de ma tête où vous voyez la notion de serveur qui est là et avec la valeur 2. Donc oui, effectivement, je m'excuse si vous n'avez pas pu me voir correctement tout au long. J'étais peut-être un petit peu devant. Alors, si vous êtes gêné dans le projet parce que vous voyez et que vous voulez voir le projet dans sa totalité, donc vous pouvez venir sur l'onglet Projet, et puis ici, dans l'onglet Vue, et puis ici, Projet complet, Entire Project. Et puis ça nous a tout repositionné. Alors avec cela, j'ai alloué la ressource de type serveur. Ce que je vais encore faire ici, c'est revenir aux ressources. Et à cette tâche-là, vous pouvez très bien ici venir et cliquer le bouton qui est là d'assignation des ressources. Et puis, je vais sélectionner ici l'application software que j'assigne également à cette tâche de cette manière. Donc à partir de là, je peux clore et on voit ici les ressources qui sont allouées à cette tâche. Et pour rappel, donc si je viens double-cliquer sur la tâche, j'ai donc ici l'ouverture de l'ensemble des ressources et on trouve l'application software, le serveur avec le nombre d'unités nécessaires et puis les ressources que l'on va utiliser pour l'installation. Pour rappel, serveur est de type matériel, application software est de type coût, et puis ingénieur 1, ingénieur 2, c'est des ressources de type travail. Donc ici, on a l'illustration de l'utilisation des 3 types de ressources pour ce projet. Et vous voyez que ici, on a déjà une partie coût en préparation pour la suite des sessions que nous allons voir dans le futur. Donc avec ça, j'ai attribué ici un ensemble de ressources à ce projet. À ce stade-là,
Si vous suivez encore la formation, alors surtout bravo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent dans cette formation. Il y a maintenant une tâche que j'aimerais ajouter, ou un ensemble de tâches que j'aimerais ajouter dans ce projet. C'est ce que fait le chef de projet. Alors, le chef de projet, on a déterminé ici en haut qu'il faisait un certain nombre de tâches. Et puis vous voyez que dans toute la partie réalisation, exécution qui est là, à part dans la partie acquisition, le chef de projet, il n'est pas du tout présent. Alors que c'est bien le chef de projet qui va maintenir le contact avec les parties prenantes, qui va maintenir le contact avec les clients, qui va faire la coordination au niveau de l'équipe, qui va intervenir s'il y a des problèmes. Il doit s'assurer du contrôle de ce qui se déroule dans le projet, et puis bien sûr faire différentes présentations, différents rapports, faire le suivi des coûts aussi du projet. Donc si vous êtes d'accord, toutes ces tâches, je vais tout simplement créer une nouvelle